Le colonel Assimi Goïta est aux commandes de la junte militaire qui a pris la tête du Mali. Le Mali, toujours la transition politique, l'opposition se dit prête à travailler avec la junte. La communauté internationale, elle, exerce de plus en plus de pression, mais on le verra, cette pression est quelque peu nuancée. Et le Togo, l'ancien secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, Edem Kondjo, conduit à sa dernière demeure. Voilà le menu du jour avec Sylvestre Béni de La Manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. Et face à vous, Chris Ega. Bonsoir Chris. Bonsoir mon cher Samy, bonsoir Sylvestre. Merci. Bonsoir à toutes les téléspectatrices et à tous les téléspectateurs. Merci d'être notre invité. Nous commençons donc avec le premier sujet du Mali. Je le disais, le colonel Assimi Goïta. C'est lui qui est désormais aux commandes de la junte militaire dans une courte déclaration devant la presse, faite après avoir rencontré les hauts fonctionnaires maliens au ministère de la Défense. Le colonel Assimi Goïta s'est en effet présenté comme étant le président du Comité national pour le salut du peuple. Le Mali se trouve dans une situation de crise sociopolitique sécuritaire. Nous n'avons plus le droit à l'erreur. Nous, en faisant cette intervention hier, nous avons mis le pays au-dessus de tout. Le Mali d'abord, ce sont les premiers mots du colonel Goïta. Chris Ega, c'est un monsieur, disons-le, quelque peu inconnu des Maliens, mais au niveau de la junte, il semble avoir fait l'unanimité, et assez rapidement. Bon, faire l'unanimité, l'avenir nous le dira. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il faut quand même quelqu'un pour prendre cette responsabilité-là. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'ils ont d'abord fait le coup et ensuite cherché l'unanimité autour de celui qui doit porter le drapeau de cette junte-là. À mon sens, s'ils avaient tardé à trouver quelqu'un, ça voudrait dire qu'il y a un vide. Vous avez vu qu'il y a une forme de tergiversation, c'est-à-dire, et on n'a pas eu l'impression que le plan avait tout permis dans ces différentes ramifications. Il a fallu mener cette tâche de renversement-là à terme avant de penser à voir qui peut faire l'affaire à la tête de cette junte-là. Ce qui, à mon sens, est déjà un petit couac. Peut-être qu'il n'avait pas le temps, ou bien il se disait que on va d'abord le renverser, ensuite on verra celui qui va présider la junte-là. Donc, ce qui, à mon sens, n'est pas fait pour rassurer. Ce n'est pas rassurant. Moi, ça ne me rassure pas pour l'avenir, mais vous savez, à la tâche, on verra ce qu'ils savent faire. Mais en ce qui concerne le coup d'État même, je voudrais dire, moi, ma totale désapprobation de ce coup d'État-là, parce qu'on a l'impression que l'histoire se répète, parce que au Mali, ce ne sont pas les faiseurs de coups d'État qui manquent, parce que une certaine histoire nous apprend qu'il y en a eu déjà 3, ça fait le 4e, et ce qui ne me rassure pas, c'est que on a vu des gens renverser des présidents, mais une fois aux affaires, ils n'ont pas donné meilleure mine que le président là qu'ils ont renversé, et je ne crois pas que celui-là qui est aujourd'hui le nouvel homme fort du Mali, je ne crois pas qu'il ait les compétences, la tête à cet emploi-là. Il n'a pas les compétences, du point de vue même de sa formation, etc. Je ne crois pas que ce soit quelqu'un qui ait la tête à l'emploi, mais on lui donnera, il bénéficie quand même, à notre avis, du fait qu'on ne l'a pas déjà vu, il n'est pas connu. On va voir que c'est une personne qui est totalement inconnue. Peut-être qu'il a des savoir-faire en la matière, mais qu'il y ait encore un 4e coup d'État après celui-là qu'on a connu avec Sanogo, qui n'a rien du coup, au contraire, qui a fait reculer le Mali. Je suis tout à fait songeur, très dubitatif par rapport à cette entreprise-là. Alors, Sylvestre, la particularité de ce 4e coup d'État, surtout quand on le compare au 3e, celui du capitaine C.A. Sanogo, c'est que celui-ci est mené par des officiers de haut rang. Il y a des colonels, des généraux. C'est un colonel qu'on met à la tête. C'est peut-être pour eux une manière de montrer qu'ils ont tiré les leçons. Quand le sous-officier l'a fait, ça n'a rien donné. Les gros bonnets ont pris les devants. Oui, c'est pourquoi tout à l'heure, je ne partage pas le point de vue
de mon cher Christ, parce que vous savez, ce coup d'État a été peut-être plus ou moins la mieux organisée. Vous avez vu que ce n'est pas, comme tu l'as dit, du moins les officiers, les sous-officiers qui ont mené quand même le coup d'État, mais c'est des officiers supérieurs qui ont mené le coup d'État. Mais une fois le coup d'État fait, il y a quelqu'un qu'on a vu et tout le monde et toute la presse a tendance à dire voici l'homme fort donc du Mali. Mais le lendemain, c'est quelqu'un d'autre qu'on nous présente. Et c'est moi. C'est lui qui doit mener, du moins, la junte maintenant au pouvoir. Donc, je me dis qu'ils sont mieux organisés. Et si vous avez vu leur première déclaration, le monsieur, il est là, très calme, il ne parle pas, mais ils savent déjà que c'est lui qui prendra donc, le relais plus tard. Et il y a déjà un porte-parole. Et vous savez que dans ce genre de situation, il faudrait quelqu'un qui, pour baliser la voie, comme un éclaireur. L'éclaireur a fait son travail et maintenant le chef est là. Donc, ils ont mieux organisé ce coup-là. Et je salue, et du moins, le fait qu'il n'y a pas mort d'homme, comparativement à ce que nous avons vu avec Sanogo, où des gens, après, on a découvert donc du moins c'était faux, et tout ça, et des charniers avec des gens qui ne veulent pas peut-être suivre le coup, qui ont été assassinés et tout. Mais cette fois-ci, vous verrez que c'est un coup qui a été mené sans effusion de sang. Ça, c'est à saluer. Maintenant, en ce qui concerne donc le coup d'État en soi, c'est vrai que aucun démocrate donc ne peut saluer un coup d'État. Mais sauf que notre géopolitique, ou du moins les institutions sous-régionales, ont tendance, c'est eux qui favorisent en réalité, du moins c'est ce genre donc, de situation. Vous savez, lorsque vous prenez un peu l'histoire, vous verrez que en 70 ans en Afrique, si on part donc de 1950 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que ça fait plus de 206 coups d'État en Afrique. Et lorsque vous prenez le début donc, du millénaire, c'est-à-dire de 2000 à aujourd'hui, ça fait 22 coups d'État, dont 2 ont échoué, le Burundi et le Gabon. Maintenant, prenons la CEDEAO en soi. La CEDEAO qui a été créée donc, en 1975 jusqu'à aujourd'hui, vous verrez que depuis la création de la CEDEAO, il y a eu 27 coups d'État. Donc ça veut dire qu'en réalité, la CEDEAO n'a pas... ne pèse pas en fait sur l'échiquier, ne pèse pas au niveau de la sous-région, parce que tel que ce procès-là de syndicats de chefs d'État, j'ai l'impression que d'année en année, du moins ce procès-là, les gens ont tendance donc à avoir raison avec ce que nous voyons. Parce que quand la CEDEAO est allée donc dans le pays, la CEDEAO a dit donc aux populations, non, IBK ne va pas démissionner, mais on peut faire démissionner donc les députés. Et ils disent que le fait de demander à IBK de démissionner, c'est anticonstitutionnel. Mais le fait également de demander à ces députés de démissionner, c'est également anticonstitutionnel. La même CEDEAO, au cours donc du coup d'État de 2012, avec ATT, Amani Toumani Touré, c'est la même CEDEAO qui a demandé au président ATT à l'époque de démissionner. Et la démission a été remise à qui? Au ministre Djibril Bassolé du Burkina Faso. À l'époque, il était donc le ministre des Affaires étrangères. Parce qu'à l'époque, c'était Blaise Compaoré qui menait la médiation à l'époque. Donc, le président a remis sa démission à un ministre d'un pays étranger. Voyez-vous? Et c'est la CEDEAO qui lui a demandé, et ATT l'a dit, que bon, il trouve que c'est la solution, mais sauf que c'est la CEDEAO qui lui a demandé donc de démissionner, et après on a mis donc le président donc de l'Assemblée nationale et Djoukouba Traoré. Donc aujourd'hui vous verrez que la même CEDEAO qui avait obligé un président à démissionner, c'est la même qui revient nous dire que le fait donc de faire démissionner un président est anticonstitutionnel. Donc ça veut dire qu'il y a tellement donc de quoi dans la gestion même de la crise par la CEDEAO. Et des gens qui sont au niveau donc de cette CEDEAO, qui ont violé la Constitution, qui veulent se présenter donc pour une énième fois, c'est-à-dire faire 3 mandats, qui ont sauté le verrou donc de la limitation de mandat, c'est les mêmes qui sont aujourd'hui au niveau donc au chevet donc du Mali pour donner des leçons. Ils vont donner des leçons à qui? Et vous verrez qu'au niveau donc de l'opposition, ils se disent que à l'époque, quand ils faisaient démissionner donc le président ATT, bon, ils ne trouvaient pas de gestion. Aujourd'hui, comme eux aussi, ils sont en mauvaise posture dans leur pays, donc ils veulent sauver leurs camarades pour que cela ne fasse pas des émeutes chez eux. Donc, c'est tout le paysage là qui fait que
aujourd'hui, tant que cette CEDEAO existera, tant que cette Union africaine existera et pendant faire cause pour leurs camarades parce que c'est un syndicat, vous verrez qu'il n'y aura que des coups d'État démocratiques. C'est le procès de la CEDEAO. On va revenir un peu sur... spécialiste anti-CEDEAO. Du colonel Assimi Goïta, je le disais, on n'a pas beaucoup d'informations sur lui. On sait qu'il était le commandant du bataillon autonome des forces spéciales et centres d'aguerrissement. On le présente également comme quelqu'un qui a combattu les Touaregs, qui aurait même été fait prisonnier à Tinzaouatene avant d'être libéré sous la médiation de l'imam Diko. Tout cela fait dire aux gens que la préparation de ce coup d'État, le fait que Assimi Goïta soit propulsé devant l'imam Mahmoud Diko, même s'il annonce qu'il retourne dans sa mosquée, n'est pas très loin de tout ça. Ouais, ben, vous savez, nous sommes là dans un imbroglio et je crois qu'il y a Sylvestre qui semble décerner son satisfecit à ce coup d'État. Moi, je voudrais dire d'entrée que je ne conçois pas qu'il existe de coup d'État propre. Hein. C'est une question de principe parce que là, nous sommes engagés dans un imbroglio parce que une histoire en cache une autre. Maintenant, lorsqu'on parle de Mahmoud Diko qui dit qu'il rentre dans sa mosquée après avoir fait quoi? Après avoir faire en sorte que le IBK soit renversé, je voudrais dire que la solution par les armes n'est pas une solution qui rassure parce que chaque fois qu'il y a eu cette solution-là, qu'il y a une solution à la hussarde, je dois dire, parce que en 60 années d'indépendance, que l'Afrique en soit encore au point de faire tomber ses présidents par les armes, je crois que c'est une histoire qui se répète parce que qui a bu boira, comme on dit. Je ne trouve pas que la solution de coup d'État soit au Mali la solution idoine pour régler cette crise-là. Parce que nous avons déjà assisté à cette approche de la crise et ça a donné ce que nous avons aujourd'hui comme une autre crise qui a abouti encore au renversement d'un régime légalement installé. Quelle que soit la situation qui a prévalu, la situation de chaos qui a prévalu qu'on voudrait éviter, ce coup d'État, je le considère d'abord comme un échec de la classe politique malienne, classe politique dans sa totalité, parce que les hommes politiques n'ont pas pu créer des conditions qui leur permettent d'aller à une discussion qui aboutissent finalement à la résolution de la crise. Il a fallu qu'encore une fois l'armée vienne. Or, l'armée n'a pas démontré au Mali, en tout cas, qu'elle a la compétence de régler les problèmes des Maliens. Et je ne trouve pas que pour ce coup-ci, on va trouver le Assimi, et quel que soit ce que mon cher Sylvestre dit de lui, je ne trouve pas que celui-là ait montré quelque chose par le passé qui le dispose à prendre la tête de cette junte-là. Mais ce sur quoi je voudrais attirer l'attention, c'est que c'est un échec et on ne voudrait plus que cela se reproduise, surtout que ceux qui viennent, je vais encore le répéter, remplacer les présidents qui sont chassés, finalement ne font pas mieux. Donc, s'ils disent aujourd'hui, ça voudrait dire qu'ils jouent seulement des armes. Ils jouent des armes. S'ils n'en avaient pas, qu'est-ce qu'ils feraient? Est-ce qu'ils pouvaient accéder, est-ce qu'ils pouvaient renverser le régime en utilisant un parti politique? Si tel est le cas, qu'ils veulent jouer un rôle sur la scène politique, ils n'ont qu'à démissionner de l'armée pour créer un parti et jouer et nous démontrer leur génie en tant que chef de parti politique, au lieu d'utiliser les armes qui, en principe, doivent servir au nord du Mali. Parce que c'est là où se joue l'enjeu sécuritaire. Et face à ces agitateurs-là du Mali, on ne trouve aucun militaire, ou bien, en tout cas, on ne trouve pas d'armée qui puisse combattre efficacement d'abord les Touaregs rebelles, ensuite les gens d'Aqmi, les gens de... Mais ensuite, là où ils s'illustrent le plus, c'est pour renverser. Sanogo l'avait fait, ça n'a rien donné. Maintenant, c'est cette jeune qui promet ciel et terre. Bon, on attend de voir, mais pas question de principe. J'estime que ce n'est pas la meilleure façon de régler les crises en Afrique, ni les crises économiques, ni les crises politiques. Les Maliens eux-mêmes semblent s'en réjouir.
dire. Hein. Les Maliens, on peut dire les Maliens parce que vous savez, la presse, lorsque c'est bien, généralement la presse n'en parle pas. On connaît très bien cette boutade-là. Lorsque c'est bien, lorsque vous êtes à l'heure, la presse n'en parle pas. Lorsque vous êtes en retard, la presse va en parler. Et je crois que pour ce coup-ci, on préférera écouter davantage les contestataires. Et vous le savez très bien que les gens qui vont soutenir, qui vont aller contre ce coup d'État-là se cachent en ce moment parce que leur situation ne sera pas en vie. Ils ne peuvent pas aller s'afficher sur les radios pour condamner le coup d'État, tout simplement parce qu'ils n'auront pas les moyens de résister à cette armée-là qui vient de prendre le pouvoir. Donc, c'est plus sécurisant pour eux de se cacher. Et c'est normal que vous entendiez ceux qui, à l'intérieur du Mali, soutiennent le coup d'État, mais à l'extérieur du Mali, je crois que les langues sont déliées, condamnent clairement ce coup d'État-là. Sylvestre, on a beau tout dire, ce qui s'est fait au Mali il y a 2 jours n'est pas démocratique. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Mais tout le monde le dit, ce n'est pas Samuel qui le dit. Mais tous les démocrates s'accordent à dire que on ne peut pas dire qu'un coup d'État peut être propre ou bien peut être démocratique parce qu'il n'y a pas eu mort d'homme. D'accord. Bon, maintenant que j'ai la parole, je vais continuer. D'accord. Alors, vous avez vu le peuple malien, vous avez vu les Maliens avant le coup d'État. Vous les avez vus quand même lors des différentes manifestations. C'est tout le peuple qui était dehors. Pas tout le peuple, c'est tout le peuple qui était dehors parce que lorsque vous avez vu la fourmilière humaine, ça donne des frissons. Et ils ont demandé donc au président Ibeka, d'abord, c'était sur des revendications politiques. Mais comme le président commence par muscler et que des Maliens ont perdu la vie, à un moment donné, ils ont demandé le départ donc du président. Et même le jour là, il devait même avoir une manifestation. Donc pour éviter peut-être le bain de sang, l'armée a pris sur elle donc d'éviter et du moins cette catastrophe-là, parce qu'on sait en Afrique, lorsque le peuple manifeste et que lorsque le peuple demande le départ du président, généralement c'est l'armée qu'on envoie justement pour mater donc les populations. On fera donc des milliers ou des centaines donc de morts, mais juste pour que le président soit là. Eux, ils l'ont fait sans effusion du sang. Ils l'ont fait donc de manière à ce que on puisse et du moins remettre ou donner cette souveraineté-là au peuple. Il y a souvent l'habitude que le peuple est souverain. Mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont déposé un pouvoir régulièrement élu. Ils ont déposé un pouvoir régulièrement élu, ça c'est un fait. Mais ils ont déposé un pouvoir que le peuple souverain demande à ce que ce pouvoir-là quitte. Mais quand Béni, je te pose une question alors. Par quel moyen qui pose la question. Donc, le peuple souverain. Ce qu'il faut dire, c'est que lorsque j'ai écouté le président Ibeka qui dit, c'est-à-dire après le coup d'État, avant sa démission, qui dit que je veux éviter donc que un bain de sang, je veux éviter donc que les Maliens décèdent. C'est pourquoi aujourd'hui je donne ma démission. Je crois que il devait tenir ce langage-là en amont lors donc de la contestation. Et il n'y aura pas mort d'homme. Parce que au moment où il tenait ce discours-là, il y a déjà plus de 4 ou 5 morts avant qu'il ne soit déposé. Donc ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'est juste du cinéma pour faire croire qu'il veut partir. Or, il sait très bien que la situation ne l'arrange plus. Maintenant, il faut trouver donc des formules, ne serait-ce que pour sortir grand, mais il pouvait éviter cette humiliation-là et du moins écouter le peuple. Parce que le peuple, c'est le peuple qui est souverain. Le Mali, c'est au peuple malien, c'est pas à Ibeka. Seulement, il n'était pas sûr qu'il s'agit bien du peuple malien, de tout le peuple malien. Parce que... Comment vous pouvez parler? Regardez la fourmilière humaine qui était dans les rues. Je sais. Ça. Donc, lorsqu'on voit déjà ça, c'est représentatif, en fait, de ce que veut, du moins, c'est le peuple, de ce que veulent les Maliens. Et vous avez vu que c'est un peuple qui, malgré que ça tirait à l'air, sortait pour applaudir. Du moins, les forces de l'ordre. Et vous avez vu, c'est un comité du salut. Donc, ils ont sauvé ce peuple-là. D'accord. On va marquer la première pause et nous revenons juste derrière, continuer toujours pas parler du Mali.